C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce verdict, la perpétuité pour Guillaume Soro. L'ancien Premier ministre ivoirien en exil a été condamné par contumace à Abidjan à la prison à vie pour atteinte à la sûreté de l'État. Une condamnation pour des faits commis fin 2019. Nous serons en direct avec Sylvain Nguessan, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Des prisonniers guinéens graciés par Alpha Condé. Il s'agit d'opposants qui avaient manifesté contre le troisième mandat du président. Ils avaient été arrêtés à l'issue de manifestations en octobre dernier et condamnés à de lourdes peines. Nous serons à Conakry dans ce journal. Et puis nous évoquerons dans cette édition la famine qui menace sérieusement le sud de Madagascar. La région est durement touchée en raison de la sécheresse. Les enfants sont les plus vulnérables. 14 000 personnes sont concernées d'après l'ONU. Guillaume Soro n'était pas présent à l'annonce du verdict. La cour d'assises d'Abidjan l'a condamné ce mercredi à la prison à perpétuité. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État pour des faits commis fin 2019. Des proches de l'ancien Premier ministre ivoirien ont également été condamnés à des peines lourdes. Nous prenons sans plus tarder la direction d'Abidjan, retrouver Sylvain Nguessan, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que ce verdict signifie la fin de la carrière politique de Guillaume Soro? Dans un climat politique ivoirien marqué par le retour du président Laurent Gbagbo, on ne pourrait pas dire que ce verdict marquera la fin de la carrière politique de M. Guillaume Soro. D'autant plus qu'on se rappelle encore que M. Alassane Ouattara lui-même avait connu ce type de poursuite sous le régime dédié, il avait pratiquement contraint à l'exil. N'empêche que des solutions ont pu être trouvées à l'interne en vue de susciter une nouvelle dynamique sur le terrain politique. Aujourd'hui, le président de la République se nomme bien M. Alassane Ouattara. Je pense qu'il aura encore des occasions pour nos principaux acteurs de se parler, de trouver un compromis politique afin que le terrain politique ivoirien soit plus apaisé. Je pense qu'il y a encore une chance pour repartir à zéro en Côte d'Ivoire. Alors pourra-t-il justement bénéficier d'une grâce présidentielle ou d'une amnistie? Est-ce envisageable? C'est mon souhait, je pense que c'est le souhait de beaucoup d'Ivoiriens, de beaucoup d'observateurs. Avec le retour du président Laurent Gbagbo, avec la présence du président Alassane Ouattara et de M. Henri Konan Bédié, il serait intéressant que M. Guillaume puisse bénéficier d'une grâce du président de la République, afin que nos quatre principaux leaders et ceux de la société civile puissent s'asseoir pour tirer le bilan de la longue crise que nous avons connue, afin d'essayer de définir un projet d'avenir commun pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce serait souhaitable que le président de la République puisse faire un geste dans ce sens. Alors la défense affirme qu'il s'agit d'un procès politique pour mettre définitivement fin à la carrière de l'ancien Premier ministre. Est-ce que c'est comme ça que c'est perçu, ce verdict en Côte d'Ivoire? Bon, c'est la vie de proche de M. Guillaume Soro, c'est un peu ça. Après, ça a tourné dans le nord de la Côte d'Ivoire où il a fait des dons aux populations. Ces années ont commencé. Donc, certains de ses proches estiment que c'est une manière pour le clan RHDP d'écarter un candidat qui devient sérieux, un candidat dangereux pour les élections de 2025. Bon, pour une certaine partie de l'opinion nationale, M. Guillaume Soro n'est pas son premier essai, il est un peu habitué à ce genre de coups et donc il mériterait bien. Mais l'idéal serait quand même que le président de la République trouve une solution en vue d'un compromis politique pour que la paix puisse devenir définitive en Côte d'Ivoire. Alors vous qui êtes sur place, comment a été accueillie cette condamnation de Guillaume Soro? Concrètement, est-ce que Guillaume Soro a encore des soutiens au sein de la population, mais aussi au sein de l'armée et du sérail politique? Au sein de la population, oui, je pense que sa formation politique qui appelait à disparaître sans sentir la décision du parquet a encore des soutiens, encore des militants dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Au sein de l'armée, je ne saurais trop vous le dire. Donc, cette décision, c'est la plupart des observateurs s'y attendaient, depuis surtout la réquisition du parquet. On s'attendait plus ou moins à une peine assez lourde pour ce qui est de M. Guillaume Soro. Je ne pense pas aujourd'hui que cette décision, que ce verdict, ait véritablement surpris plus d'un à Abidjan. Merci beaucoup. En tout cas, Sylvain Nguessan, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Merci pour votre décryptage.
Cette grâce présidentielle en Guinée, le président Alpha Condé l'a accordée à des prisonniers politiques. Ses opposants au troisième mandat avaient été arrêtés pendant les violences qui ont émaillé la présidentielle d'octobre dernier. La justice les avait condamnés à de lourdes peines. Qui sont les opposants concernés par cette grâce? Les précisions de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Il s'agit de Mamadi Condé, alias Madik Sans Frontières, Boubacar Diallo, surnommé Crénat, Souleymane Condé et Youssouf Diabaté, tous des militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée, de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Ils avaient été arrêtés pendant les violences électorales d'octobre dernier et poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes de guerre, tentative de meurtre et troubles à l'ordre public. Devant la justice, ils ont toujours plaidé non coupables. Condamnés à de lourdes peines, ils viennent de bénéficier de la grâce présidentielle. Un geste qui, selon plusieurs observateurs, va apaiser les tensions dans le pays. Ces observateurs estiment aussi que cette démarche du président Condé doit s'élargir à des membres du FNDC qui sont aujourd'hui en exil forcé et de hauts responsables de l'UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo, qui, depuis plus de 8 mois, sont en détention à la maison centrale de Conakry, toujours en attente de leur procès. On va s'arrêter un instant sur cet anniversaire. Ce mercredi marque les 10 ans du M23 ou mouvement du 23 juin au Sénégal. Le M23 est une coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile créée en 2011 contre la candidature du président Abdoulaye Wade pour un troisième mandat. Pour l'occasion, à Dakar, cet après-midi, majorité et opposition ont mesuré leurs forces à distance en mobilisant des milliers de partisans. Les deux camps se disputent la paternité de la révolte du 23 juin 2011. L'opposition a tenu à mettre en garde Macky Sall, le président sénégalais, contre une troisième candidature en 2024. Les soutiens du pouvoir, de leur côté, ont loué l'action du président Macky Sall depuis son élection en 2012. Abdoulaye Wade, il a dit qu'il va faire troisième mandat. On a dit non. Donc Macky Sall aussi, on a dit non, troisième mandat. Ça suffit. Il y a une maladie qui s'appelle la maladie du troisième mandat. On l'a vu dans beaucoup de pays africains. Le minimum de démocratie qu'on a encore déjà acquis, on ne veut pas du troisième mandat. Pour la stabilité du pays, pour l'honnêteté, pour le respect des mémoires des personnes qui ont péri sur le terrain, le président Macky Sall devait dire « Je ne vais pas faire une troisième candidature, une bonne fois ». La Centrafrique qui a un nouveau gouvernement, il a été annoncé ce mercredi à la radio. Le nouveau gouvernement comporte quelques changements dans les gros ministères. En revanche, les poids lourds du gouvernement précédent restent à leur poste. Cette frappe aérienne qui a visé le marché de Togoga dans la région séparatiste du Tigré en Éthiopie. Selon des témoignages, il y aurait des dizaines de blessés et un nombre indéterminé de morts. La frappe aérienne serait survenue à la mi-journée sur ce lieu très fréquenté de la capitale régionale Mekele. Les précisions de notre correspondante à Addis Abeba, Maria Gert Niculescu. Selon des médecins et humanitaires à Mekele, la capitale du Tigré, le raid aérien aurait frappé la petite commune de Togoga mardi vers la mi-journée, tuant et blessant des dizaines de civils. À Mekele, plusieurs blessés ont été pris en charge à l'hôpital, mais beaucoup de personnes restent néanmoins prises au piège à Togoga, puisque plusieurs ambulances ont été bloquées au checkpoint par des soldats. Selon une source à Mekele, certains médecins et infirmiers ont pu passer les checkpoints sans ambulance, mais n'ont pas communiqué avec leurs équipes depuis. Certains blessés, dont un nourrisson, auraient succombé à leurs blessures, faute de pouvoir être évacués à temps. Il n'est pour l'instant pas clair si cette attaque est attribuée aux forces érythréennes ou éthiopiennes. Elle intervient alors que les forces tigréennes affirment avoir repris plusieurs villes et capturé des milliers de soldats. Les populations civiles ont été fortement impactées depuis le début des hostilités en novembre. Des bombardements, massacres et viols ont été reportés à plusieurs reprises. Selon les organisations humanitaires, les populations souffrent aussi de malnutrition. Il y aurait un risque de famine, mais le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a affirmé lundi, après avoir voté, qu'il n'y a pas de faim au Tigré. Cette situation dans la région contraste avec ce qu'Abiy Ahmed a appelé les premières élections libres et démocratiques en Éthiopie et vient aussi assombrir les ambitions du Premier ministre pour une Éthiopie unie et pacifique. Le Premier ministre éthiopien est de plus en plus critiqué pour la situation au Tigré, mais lui, de son côté, attribue la faute au TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, qui a été désigné comme organisation terroriste par le Parlement éthiopien en mai dernier.
Direction à présent Madagascar. Le sud de l'île connaît une crise alimentaire terrible. Le programme alimentaire mondial de l'ONU affirme avoir besoin de 70 millions de dollars pour lutter contre ce fléau dû principalement à la sécheresse. Les détails avec Nicolas Germain. À Madagascar, 14 000 personnes sont en situation de famine d'après l'ONU et plus d'1 million sont victimes d'insécurité alimentaire aiguë. Principal responsable, la sécheresse. Dans le sud du pays, les familles sont désespérées. Je compte sur Dieu. Aujourd'hui, on n'a rien à manger, à part des feuilles de cactus. La mère de ses enfants est morte et mon mari aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Notre vie se résume à chercher des feuilles de cactus pour essayer de survivre. Certains villages très reculés sont passés à travers la surveillance d'un réseau d'alerte précoce. Et le coronavirus a entraîné la fermeture des écoles, privant les enfants d'un repas quotidien complet. Le matin, je prépare un plat d'insectes. J'essaie de les laver, mais on n'a pratiquement pas d'eau. Ça fait 8 mois qu'avec mes enfants, on mange cette plante tous les jours et rien d'autre, car il n'y a pas de pluie et donc pas de récolte. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU estime avoir besoin de 78 millions de dollars pour faire face à cette crise. C'est la pire sécheresse depuis 40 ans. Et ici, les gens dépendent de l'agriculture. Mais avec des sécheresses à répétition, les gens ne peuvent pas survivre. Avec le gouvernement, on fait au mieux, mais la situation est terrible. Le gouvernement affirme être en train d'améliorer l'accessibilité aux zones les plus reculées. Mais le grand problème de Madagascar, c'est que d'après les experts, il figure parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique. On part à présent au Kenya. Vous allez voir que dans la réserve naturelle de Kapiti, dans le sud du pays, les dromadaires subissent eux aussi des tests PCR. Attention, ces animaux ne sont pas menacés par le Covid-19, mais par un autre coronavirus, le MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, un cousin du Covid-19, dangereux pour l'homme et susceptible de provoquer une prochaine pandémie. Les détails avec Harold Girard. Dans cette réserve kenyane, on traque le MERS, un coronavirus d'une autre sorte que le Covid-19, mais également dangereux pour l'homme. Comme les humains, ces dromadaires subissent un test PCR. L'objectif, prévenir une prochaine pandémie. Allez les garçons, doucement, doucement. Donc la plupart du temps, avant même de commencer à prendre des échantillons sur le chameau, l'approche est la chose la plus importante à faire. C'est lors du contact rapproché avec les dromadaires que le virus se serait transmis à l'homme la première fois. Les chameliers sont le plus souvent obligés de travailler par 3 pour maîtriser les mammifères le temps du test. Pour une prise de sang, c'est censé être rapide et délicat pour qu'ils ne ressentent pas la douleur. Mais quand il s'agit de tests dans le nez du dromadaire, vous devez creuser loin. Et oui, c'est très désagréable, comme pour un être humain. Le virus MERS-CoV est apparu en 2012, déclenchant une épidémie essentiellement en Arabie Saoudite. Elle avait fait des centaines de victimes. Dans une étude de 2014 dirigée par ce laboratoire de Nairobi, seulement 5% des humains testés étaient dotés d'anticorps efficaces contre le coronavirus MERS-CoV. Il y a un intérêt renouvelé pour tout ce qui touche au virus, pour tout ce qui touche aux maladies qui se transmettent d'animaux aux hommes en raison du Covid, car nous comprenons qu'il est essentiel de continuer à essayer de comprendre la biologie de ces types de pathogènes. Et il est souvent difficile de le faire en raison de problèmes de financement. Et donc, ce regain d'intérêt mondial nous a aidés. En 2020, le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité avait averti que les pandémies seraient à l'avenir plus fréquentes. En cause, les contacts de plus en plus réguliers entre animaux sauvages, bétail et êtres humains, dus à la destruction de l'environnement. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.